L'art de la séduction de Robert Greene est un ouvrage influent sur les dynamiques de pouvoir, de psychologie et de manipulation relationnelle. Ce livre est divisé en 4 parties principales. Dans la première partie, Robert Greene explore en profondeur la nature des séducteurs et la manière dont leur personnalité capte, fascine et subjugue. L'auteur postule que la séduction est d'abord une question de caractère avant d'être une série de techniques. Les individus séduisants n'agissent pas uniquement par ruse, mais incarnent un type psychologique qui, consciemment ou non, exerce un pouvoir émotionnel sur les autres. Il identifie 8 archétypes principaux de séducteurs, chacun représentant une manière unique de captiver l'attention. Ces figures sont basées sur des modèles historiques, littéraires et culturels, et bien que distinctes, elles partagent toutes une même essence. Elles sont tournées vers l'autre, vers le désir qu'elles éveillent, en utilisant les fantasmes, les failles et les rêves de leur cible. La sirène incarne la puissance de l'attraction par l'image, le charme visuel et la promesse du plaisir. Elle captive par la sensualité, l'exotisme et la promesse d'un monde plus intense. C'est une figure profondément féminine, mais tout le monde peut en adopter les traits. Sa force réside dans sa capacité à éveiller les sens et à suspendre la rationalité de ceux qui l'approchent. Le râteau, en revanche, fascine par la passion qu'il affiche. C'est un séducteur romantique, souvent tragique, qui donne l'impression d'avoir un besoin irrésistible de l'autre. Il charme non par la froideur ou la manipulation, mais par l'intensité de son désir. Il offre une expérience émotionnelle totale, faisant croire à sa cible qu'elle est la seule à pouvoir combler ce vide brûlant. L'amant idéal ou l'amante idéale capte l'attention en incarnant les idéaux amoureux que chacun porte au fond de soi. Ce type ne se contente pas d'être séduisant. Il reflète ce que l'autre cherche inconsciemment, souvent sans en avoir conscience. Il devient un miroir de l'âme. Quelqu'un qui comprend sans qu'on ait besoin de parler. Qui fait croire qu'il était destiné à apparaître. Le dandy séduit par sa liberté, son indépendance et sa capacité à défier les normes sociales et de genre. Il offre une échappatoire à la rigidité du monde ordinaire. Il est fluide, mystérieux, jamais complètement accessible. Sa séduction repose sur sa singularité et son refus d'entrer dans les rôles traditionnels. Le dandy attire parce qu'il semble au-dessus des règles et propose une vie plus audacieuse, plus libre. Le natural attire par sa spontanéité et son innocence apparente. Ce n'est pas qu'il est naïf, mais il donne cette impression, réveillant chez l'autre le désir de le protéger, de l'initier, ou de simplement se laisser emporter par sa joie de vivre. Il incarne l'enfance perdue, la légèreté et le plaisir immédiat. Le natural crée une atmosphère sans menace, où tout semble jeu et complicité. Le coquin ou la coquine est un joueur qui amuse, trouble, fait naître le désir par l'esquive et le sous-entendu. Il joue avec les limites, stimule l'imagination en suggérant plus qu'en montrant. Il est insaisissable, provoquant, souvent ironique. Son pouvoir vient de son absence de sérieux apparent et de sa capacité à stimuler par la tension entre distance et proximité. Le charmeur ou la charmeuse se distingue par l'attention qu'il porte à l'autre. Ce type séducteur ne se met pas en avant, mais fait briller sa cible. Il séduit en se rendant indispensable, en anticipant les besoins, en flattant, en réconfortant. C'est un maître de la communication émotionnelle, qui comprend comment rendre les autres dépendants de sa présence, sans jamais sembler agressif ou menaçant. Enfin, le charismatique, figure plus rare et plus puissante, incarne un magnétisme personnel. Il dégage une aura de confiance, de mission, de transcendance. Ce type inspire les foules, non par flatterie ou jeu, mais parce qu'il semble croire à quelque chose de plus grand que lui. Son pouvoir vient de sa foi, de sa passion et de sa capacité à rassembler autour d'une vision. Il est à la fois distant et captivant, comme un prophète ou un héros. Chaque type de séducteur peut être développé, adapté, combiné à d'autres traits selon les circonstances. Greene insiste sur l'idée que la séduction n'est pas nécessairement innée. C'est une performance, un rôle que l'on peut endosser et perfectionner. Le véritable séducteur est avant tout un observateur du désir, un stratège de l'émotion. Il ne force pas, il attire. Il ne demande pas, il offre. Et surtout, il comprend que le secret de la séduction est de se transformer en ce que l'autre cherche désespérément, souvent sans même le savoir lui-même. Deuxième partie. Dans la deuxième partie de l'art de la séduction, Robert Greene décrit le processus de séduction comme une série de mouvements calculés et progressifs, organisés en étapes destinées à conduire la cible d'un état de neutralité ou d'intérêt passager à une fascination complète, voire à une dépendance émotionnelle.
Ce processus ne repose pas sur l'improvisation mais sur une stratégie subtile fondée sur la compréhension des désirs cachés, des vulnérabilités psychologiques et des rythmes émotionnels de l'autre. Green insiste sur l'importance de la patience, du timing, de la dissimulation des intentions et surtout sur l'idée que la séduction est un art de la mise en scène. Tout commence par le choix de la bonne victime. Une séduction réussie dépend moins du talent que de la sélection d'une cible réceptive. L'art consiste à repérer ceux qui portent en eux une insatisfaction, un vide, un manque. Les individus trop équilibrés, méfiants ou autosuffisants sont plus difficiles à séduire, alors que ceux qui rêvent, qui cherchent une échappatoire ou qui manquent de reconnaissance sont des proies idéales. Une fois cette personne identifiée, il ne faut jamais se présenter comme un séducteur en action. Au contraire, il s'agit de créer un faux sentiment de sécurité, de se rendre invisible en tant que menace et de se rapprocher sans brusquer en jouant sur l'amitié, la compassion ou même l'indifférence. Dans cette phase de préparation, il est essentiel de brouiller les signaux. La séduction opère par ambiguïté. Trop de clarté tue le mystère. Green conseille d'adopter des attitudes contradictoires, de ne pas dévoiler ses intentions, de faire naître chez l'autre une tension entre attirance et incertitude. Ce jeu de va-et-vient crée une obsession. Ce qu'on ne comprend pas entièrement, ce qui échappe au contrôle, devient plus attirant. Les signaux mixtes sont une manière de forcer l'autre à penser à vous en permanence, à chercher des indices, à deviner votre véritable position. Ce climat émotionnel instable favorise l'investissement affectif. Une fois l'intérêt éveillé, il faut attirer la victime vers soi, mais sans paraître en demande. L'idéal est de susciter le désir sans le combler immédiatement. On devient une tentation en se montrant partiellement, en provoquant l'imaginaire, en éveillant les sens sans les satisfaire. Green insiste sur l'importance de faire appel à l'imaginaire plutôt qu'à la réalité. Une touche de rêve, une aura de mystère et un comportement imprévisible nourrissent le désir beaucoup plus que des gestes directs. Le séducteur devient une promesse, une ouverture vers un ailleurs. Mais cette montée du désir ne doit pas être linéaire. Pour maintenir le contrôle, il faut plonger la victime dans le doute, la confusion. Cela passe par des changements de comportement, des silences, des absences. Il faut parfois se montrer froid, puis soudain chaleureux. Cette dynamique crée une dépendance affective. La victime cherche à comprendre ce qu'elle a mal fait, pourquoi elle a été délaissée, et redouble d'efforts pour regagner votre attention. Ce déséquilibre émotionnel rend l'autre vulnérable et prêt à s'abandonner. Le pouvoir est là. Faire en sorte que l'autre se sente émotionnellement désorienté, incapable de vous lire ou de vous anticiper. Une technique particulièrement puissante est d'introduire la jalousie dans la relation. En évoquant discrètement d'autres prétendants, en se montrant désirable aux yeux de tiers, on force la cible à s'engager davantage. Le sentiment de rivalité active, la peur de perdre et renforce la valeur perçue du séducteur. Toutefois, cette jalousie doit être dosée avec soin. Trop explicite, elle peut provoquer le rejet. Subtile, elle stimule l'ego blessé et attise la flamme. Le moment crucial du processus consiste à se retirer brusquement, à créer une absence. L'effet de manque provoque chez la victime un sentiment d'urgence et d'angoisse. Ce retrait est une démonstration de pouvoir. Il montre que vous n'êtes pas acquis, qu'il faut vous mériter. Lorsqu'on revient, l'impact est d'autant plus fort. La victime est soulagée, heureuse et surtout plus attachée. Ce mécanisme est essentiel pour créer une dépendance émotionnelle durable. Il faut apparaître comme la seule personne capable d'apporter un soulagement à la souffrance que l'on a soi-même déclenchée. Peu à peu, le séducteur devient une figure incontournable, une présence intérieure. Pour cela, il faut se transformer en rêve éveillé, en incarnation d'un fantasme intime. En observant la cible, on repère ce qu'elle désire profondément. Aventure, sécurité, danger, admiration ou pure évasion. Le séducteur ne donne pas ce que lui veut donner, mais ce que l'autre veut recevoir. Il se transforme, adapte son masque, façonne une identité idéale. Cette capacité à épouser l'imaginaire de l'autre est ce qui transforme la séduction en envoûtement. Une fois cette emprise établie, il devient possible de confondre réalité et fantasme. Le séducteur contrôle le récit de la relation, modifie la perception du temps, embrouille les souvenirs.
Il crée une atmosphère onirique, dans laquelle la logique s'efface au profit de l'émotion. Le lien devient quasi hypnotique, nourri par des gestes symboliques, des mots choisis, des silences significatifs. La victime commence à vivre dans un monde parallèle, celui façonné par le séducteur. Il est alors stratégique d'isoler la cible, non pas en coupant brutalement ses liens, mais en la rendant de plus en plus dépendante de la bulle émotionnelle créée à deux. Le séducteur devient son refuge, son échappatoire, la seule source de sens ou de plaisir. L'isolement peut être géographique, affectif ou psychologique. L'objectif est que l'autre ne puisse plus se ressourcer ailleurs. La phase finale vise la soumission totale. À ce stade, il ne s'agit plus de charmer ou de jouer, mais de sceller une forme d'emprise. La cible, privée de repères, est prête à tout pour ne pas perdre celui ou celle qui a donné tant de sensations nouvelles, d'émotions puissantes, de promesses implicites. Elle se donne entièrement, souvent sans comprendre à quel point elle a été manipulée. Le séducteur peut alors choisir de conclure, de maintenir la relation dans une dépendance maîtrisée ou de s'en retirer en laissant une trace indélébile. Enfin, Green souligne qu'il ne faut jamais relâcher complètement l'attention. Même une fois la séduction accomplie, il faut l'entretenir, la réactiver, la renouveler. Le pouvoir du séducteur repose sur sa capacité à toujours rester une énigme, à jamais se figer dans un rôle fixe, à entretenir l'illusion. Troisième partie, le processus de séduction. Dans la troisième partie de l'art de la séduction, Robert Greene met en lumière les anti-séducteurs. Ces individus dont la présence, l'attitude ou les comportements détruisent le désir au lieu de l'éveiller. Contrairement aux séducteurs qui cultivent le mystère, l'élégance, l'écoute et l'art du jeu, les anti-séducteurs projettent des traits qui repoussent, agacent ou provoquent un malaise profond. Greene ne les décrit pas uniquement comme inoffensifs ou inefficaces, mais comme des forces actives qui anéantissent toute forme de magnétisme. Ils sont le contre-modèle à observer pour éviter les erreurs fatales dans les dynamiques relationnelles. L'une des caractéristiques communes à tous les anti-séducteurs est l'égocentrisme. Là où le séducteur concentre son énergie sur l'autre, sur la perception qu'il suscite et sur la manière d'entrer dans le monde intime de sa cible, l'anti-séducteur reste centré sur lui-même. Il parle de lui, il impose ses besoins, il ignore les signaux de désintérêt et il ne comprend pas que séduire, c'est d'abord observer, ressentir et répondre subtilement. L'auto-obsession est l'un des traits les plus répulsifs, car elle révèle une absence d'empathie et une incapacité à faire rêver. Un autre type d'anti-séducteur est celui qui manque de contrôle émotionnel. Ce personnage est sujet à des accès de colère, de jalousie ou de désespoir, et expose sans filtre ses émotions négatives. Cette attitude étouffe le désir, car elle rend la relation imprévisible de manière toxique. Le charme repose sur une certaine stabilité émotionnelle, une capacité à rassurer ou à intriguer sans accabler. Les personnes qui se plaignent sans cesse, qui jouent les victimes ou qui dramatisent chaque situation, font fuir plutôt qu'attirer. L'anti-séducteur peut aussi être trop sérieux, trop rigide, trop prévisible. Il ne laisse aucune place à l'imaginaire ou au jeu. Il rationalise tout, explique tout et agit comme s'il fallait convaincre plutôt que captiver. Ce manque de légèreté rend les échanges pesants. Le désir a besoin d'espace, de flottement, d'un peu de désordre contrôlé. Un comportement trop mécanique ou intellectuel tue l'élan érotique et bloque la projection fantasmée de l'autre. Il existe aussi une forme d'antiséduction liée à l'anxiété excessive ou au besoin constant de validation. Ce profil cherche l'amour de manière désespérée, et cela se sent. Il est impatient, intrusif, demande des réponses, exige des engagements rapides. Ce besoin oppressant brise la tension du mystère et transforme le jeu de la séduction en obligation. Greene souligne qu'il ne faut jamais paraître trop disponible ou trop en attente. C'est précisément l'indépendance apparente du séducteur qui rend sa conquête précieuse. Certains anti-séducteurs tombent dans l'arrogance ou la suffisance. Ils croient que leur charme est évident et qu'il suffit d'exister pour être désiré. Ils ne font aucun effort, ne se remettent pas en question et s'attendent à être servis. Cette attitude crée une distance froide, une atmosphère dominée par l'ego. Le désir s'éteint lorsqu'on sent qu'on n'est qu'un miroir pour flatter l'autre. L'arrogant oublie que séduire, c'est faire croire à l'autre qu'il est unique et précieux. Greene aborde aussi la question du manque d'hygiène, de style ou de soin de soi comme forme grossière d'antiséduction. Bien que physique, ces signes trahissent souvent un désintérêt pour la perception de l'autre,
un relâchement de l'image que l'on donne. Même si la beauté n'est pas nécessaire à la séduction, la négligence, elle, est disqualifiante, car elle dénote un manque de respect, de subtilité ou d'effort. D'autres antiséducteurs adoptent une posture moralisatrice ou critique. Ils jugent, donnent des leçons, tentent de corriger ou d'éduquer. Ce comportement crée une hiérarchie implicite dans laquelle l'autre se sent diminué. Or, la séduction est une danse égalitaire, parfois même une forme de soumission déguisée. Les critiques constantes, les remarques déplacées ou les jugements de valeur bloquent tout élan amoureux ou érotique. Ils détruisent le plaisir de l'échange et figent la relation dans une tension désagréable. Il y a enfin les personnes trop fades, celles qui n'offrent aucune tension, aucun relief. Elles veulent plaire à tout prix, se fondent dans le décor, évitent les conflits et finissent par ne rien susciter. L'absence d'opinion, de surprise ou de contraste rend leur présence insipide. Le désir naît souvent d'une friction, d'un contraste entre le soi et l'autre. Trop de conformité tue la curiosité. Ce que Green veut montrer à travers cette typologie des antiséducteurs, c'est que la séduction est un équilibre délicat entre contrôle de soi, mise en scène, imagination et attention portée à l'autre. Tout ce qui brise cet équilibre, que ce soit l'ego, la lourdeur émotionnelle, l'impulsivité ou la banalité, produit l'effet inverse de ce que l'on cherche. Il ne suffit pas de vouloir séduire pour y parvenir. Il faut d'abord désapprendre les comportements répulsifs profondément ancrés, parfois inconscients. Le séducteur authentique est celui qui sait à la fois se maîtriser et se transformer, qui sait écouter autant que jouer, et qui ne cesse jamais de se demander « Qu'est-ce que l'autre désire ressentir ?» Dans la 4e partie de L'art de la séduction, Robert Greene explore les manœuvres dangereuses, les risques inhérents à l'art de séduire et les stratégies pour garder le contrôle tout en évitant de tomber dans les pièges que la séduction elle-même peut engendrer. Si les premières parties du livre enseignent à capter, fasciner et dominer, cette dernière section agit comme une mise en garde. Elle révèle que la séduction, lorsqu'elle est mal gérée, peut facilement se retourner contre celui qui la pratique, devenant un jeu instable où l'émotion, l'orgueil ou l'aveuglement peuvent mener à la chute. La première menace majeure réside dans l'excès de confiance. Lorsqu'un séducteur commence à accumuler des victoires, il peut tomber dans la complaisance et penser que ses pouvoirs sont infaillibles. Cet orgueil le pousse alors à baisser sa garde, à ignorer les signes d'alerte, à surjouer ou à se croire irrésistible. Il devient alors vulnérable face à des cibles plus résistantes ou plus manipulatrices que lui. Greene rappelle que la séduction est un jeu fluide, où rien n'est jamais acquis. Il faut continuellement s'adapter, garder un œil critique sur sa propre mise en scène et surtout ne jamais sous-estimer l'intelligence ou la lucidité de l'autre. Une autre manœuvre dangereuse consiste à trop s'attacher émotionnellement à sa cible. Le séducteur, censé conserver une distance affective pour mieux manipuler, peut se laisser piéger par ses propres sentiments. L'illusion qu'il a créée pour l'autre peut se transformer en prison pour lui-même. Il perd alors son autonomie, son pouvoir de retrait et devient dépendant. Dans cette dynamique inversée, c'est la cible qui prend l'ascendant, qui dicte le rythme et qui peut briser le séducteur devenu trop investi. Greene insiste sur l'importance du détachement. Le véritable maître de la séduction ne confond jamais désir et amour, pouvoir et abandon. Il existe également des situations où la cible devient obsédée ou possessive et où la séduction échappe au contrôle de celui qui l'a initiée. Lorsqu'on éveille chez l'autre un attachement trop intense ou une passion destructrice, le danger n'est plus symbolique, mais réel. Certaines personnes fragiles, une fois séduites puis abandonnées, peuvent réagir de manière violente, obsessionnelle ou instable. Il est alors crucial de reconnaître à temps les signes d'une dépendance maladive et de savoir mettre fin à la relation avec délicatesse mais fermeté. Greene conseille ici d'éviter les humiliations, les ruptures brutales ou les jeux de pouvoir une fois la dépendance installée. La sortie doit être orchestrée avec soin, comme un dernier acte de théâtre, pour éviter le chaos. Un autre danger réside dans la répétition des mêmes schémas de séduction. Ce qui a fonctionné avec une personne peut échouer avec une autre. Le charme n'est pas universel, il est contextuel. Greene avertit contre l'utilisation rigide de routines ou de techniques apprises par cœur.
Le séducteur doit toujours rester un improvisateur sensible à l'unicité de chaque cible. Appliquer les mêmes méthodes à tout le monde revient à nier la complexité humaine et expose à des échecs humiliants. La séduction véritable est un art vivant, non une science figée. Il existe aussi des cas où l'on séduit pour de mauvaises raisons. Vengeance, affirmation de soi, peur du vide, ennui. Dans ces situations, la motivation n'est pas tournée vers l'autre, mais vers un besoin interne de domination ou de réparation narcissique. Ces jeux risquent non seulement de blesser inutilement la cible, mais de créer un vide encore plus grand chez le séducteur lui-même. Green dépeint ces entreprises comme fondamentalement vaines et souvent autodestructrices. La séduction authentique, même manipulatrice, repose sur une forme d'élégance et de mise en valeur mutuelle. Lorsqu'elle devient pure instrumentalisation ou cruauté gratuite, elle engendre un retour de flamme inévitable. Un des risques les plus subtils est de se faire soi-même séduire par un autre séducteur. Dans les jeux de pouvoir amoureux, il arrive que deux manipulateurs s'affrontent. Ce type de relation est dangereux car il transforme la séduction en guerre psychologique. Chacun tente de garder le dessus, de contrôler l'autre tout en dissimulant ses failles. Mais tôt ou tard, l'un des deux finit par tomber, souvent de manière brutale. Green avertit ici que le plus grand danger pour un séducteur reste un autre séducteur, miroir de ses propres failles, capable de retourner ses armes contre lui et de le réduire à l'impuissance. Il aborde également le rôle de la morale sociale et du jugement extérieur. Le séducteur doit être conscient que son art, bien que subtil, peut susciter le rejet, la jalousie ou la condamnation s'il est trop visible ou mal dissimulé. Certaines sociétés, certaines époques ou certains milieux répriment fortement la manipulation affective ou l'ambiguïté sexuelle. Il faut donc toujours opérer dans l'ombre, éviter de choquer ouvertement et maintenir une image de légitimité ou d'innocence. La séduction est un art qui fonctionne mieux lorsqu'elle semble spontanée et sincère, même lorsqu'elle est entièrement construite. Enfin, Green conclut cette partie en rappelant que la séduction, pour être durable, ne doit jamais devenir une obsession. Le séducteur qui cherche sans cesse à conquérir, à être admiré ou à plaire à tout prix, devient esclave de son propre jeu. Il vit dans l'angoisse de la perte, dans l'addiction à l'attention, et finit par se perdre lui-même. Il n'a plus de centre, plus de repos, plus de vérité. Le plus grand risque de la séduction est donc la dissolution de l'identité dans la multiplicité des masques. C'est pourquoi le véritable artiste de la séduction est aussi celui qui sait quand s'arrêter, quand choisir et quand renoncer à séduire pour enfin vivre.